Voilà, donc pour commencer, aujourd'hui, c'est la troisième séance du colloque de la CIPU pour cette année. Le colloque se tient à la thématique du changement en urbanisme. Et aujourd'hui, ça sera une présentation de la part d'Emmanuel Host de CEMAS de Paris, qui se présentera soi-même. Je dirais que ça va aller mieux. Juste pour début, la CIPU, c'est une plateforme d'échange qui est basée sur une convention entre les trois villes les plus grandes du Luxembourg, la ville de Luxembourg, la ville de Esch et la ville de Dudelange, ensemble avec les ministères de l'aménagement du territoire et le ministère du logement. Donc, normalement, nous organisons des workshops, des excursions et voilà, des colloques pendant ces temps de pandémie. L'année dernière, on a travaillé par rapport à la thématique du changement climatique. Euh, Avant la thématique des grands projets urbains et le logement abordable. Et une partie de notre travail consiste aussi à documenter la pratique du développement urbain en anglais pour rendre disponible à un public européen. Donc, nous avons un blog en anglais et nous faisons aussi où nous avons une banque de données de bonnes pratiques luxembourgeoises en matière de développement urbain aussi en anglais, qui est disponible sur notre site internet. Donc voilà, le colloque, c'est la troisième séance. Pour la semaine prochaine, nous nous occuperons de la thématique du tactical urbanism avec une présentation d'une agence de Vienne. Après, il y aura d'autres rendez-vous qu'on va afficher par après. Donc, c'est vraiment les différentes thématiques qui existent autour des nouvelles demandes qui sont à traiter en urbanisme, respectivement en matière de développement urbain. Donc, voilà, pour la présentation de la CIPU. Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran en espérant que tout fonctionne du côté parisien. Et je passe la parole à Madame Hoss pour la présentation. Après, on aura un question-réponse, respectivement une discussion. Si vous avez déjà des questions entre-temps, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat, d'utiliser la fonction du chat et on s'occupera après la présentation. Voilà. Bonjour, donc bonjour à tous et puis merci de m'accueillir pour ce colloque et pour parler effectivement de la question du commerce de proximité comme élément vital de nos villes. Donc la CEMES, pour la présenter, c'est le bras armé de la ville de Paris en matière de préservation du petit commerce. Et ce qu'on appelle par petit commerce, c'est le commerce indépendant capitalistiquement, mais aussi indépendant de toute franchise. C'est vraiment la question de la singularité de chaque commerce et de chaque artisanat qui va nous intéresser. Donc, on est bien sûr, comme on est le bras armé de la ville de Paris, on est au service d'une politique qui est mise en place par la ville de Paris. Et on interagit du coup, d'abord notre capital social est composé, on est comme une société privée, mais ce qu'on appelle une société d'économie mixte, c'est-à-dire que notre capital, il est principalement composé de la ville de Paris, mais on a aussi d'autres acteurs économiques importants comme la Chambre de commerce et d'industrie ou la Caisse des dépôts et consignations. Donc, on a beaucoup d'acteurs, on interagit avec beaucoup d'acteurs qui sont tous concernés par la question du commerce à Paris. Donc, peut-être, vous me direz si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la société, mais sinon, je préfère rentrer directement dans le cœur du sujet et vous dire quels sont nos objectifs donc, et nos missions. Donc, comme je vous le disais, le sujet, c'est d'abord de préserver le commerce de proximité, mais ça a été et c'est encore aussi de le réinstaller, puisque comme dans toutes les grandes villes, il est menacé par l'emprise des grandes chaînes, mais aussi par le prix du foncier. Donc, l'idée de la ville de Paris, c'est vraiment d'avoir un outil à disposition de ce commerce pour lui permettre économiquement de survivre. Sachant que ce qui a été à l'origine, peut-être slide suivante, Sabrina, je ne sais pas si elle m'entend. Ok.
Donc aujourd'hui, la CMA Est, c'est donc plus de 650 commerces qui sont maîtrisés directement. Certains le sont par la voie de la préemption, j'y reviendrai, d'autres par la voie de protocole, et ça représente environ presque 2000 emplois locaux qui sont des emplois particulièrement valorisants et valorisés, puisque ce n'est pas des emplois à la chaîne, justement. Sabrina, peut-être qu'on peut changer, voilà. Nos modes d'intervention donc, sont pluriels. On a plusieurs façons de fonctionner. D'abord, il faut savoir que la ville de Paris délègue à la CMA Est son droit de préemption concernant les pieds d'immeubles, c'est-à-dire les pieds d'immeubles, les murs des pieds d'immeubles. C'est-à-dire que quand une vente a lieu entre privés, la CMA-Est a la possibilité de s'opposer à cette vente et de dire non, c'est moi qui rachète. Et dans ce cas-là, le prix est fixé par ce qu'on appelle les domaines. La CMA-Est, au nom de la ville de Paris, achète les murs qui sont vendus pour y installer ou y réinstaller un commerce de proximité. Dans un second temps, ce qu'on va faire et la façon dont on va agir aussi, c'est qu'on va commercialiser pour le compte d'eux. Parce que vous voyez, par exemple, sur la slide, vous voyez à droite une image du viaduc des Arts. Donc, c'est 62 voûtes qui appartiennent à la ville de Paris. Et là, le mode d'intervention est encore différent. Cette fois-ci, on ne préempte pas, mais on va commercialiser et gérer pour le compte de la ville et avec l'objectif de préserver de l'artisanat en plein cœur de Paris. Ce qui ne serait pas possible si on laissait le marché jouer seul. Par ailleurs, la CMS aussi s'est dotée d'une foncière qui lui appartient à elle et à la Caisse des dépôts et qui permet de prolonger l'accueil et la surveillance des commerces les plus fragilisés. Parce que la façon dont la ville et la CMS fonctionnent, c'est par des opérations qui sont sur des territoires précis. En gros, la ville de Paris prête une enveloppe financière, ce qu'on appelle une avance remboursable, à la CMS, qui a par exemple 12 ans pour revitaliser tel ou tel quartier. Et à la fin de cette période, la CMS doit revendre les pieds d'immeuble qu'elle a préemptés aux commerçants qui s'engagent à le maintenir dans une destination qui convienne à la ville de Paris. Sauf que très souvent, et peut-être encore plus en ce moment, les commerçants n'ont pas forcément les moyens de racheter les murs. Et donc, l'objet de cette foncière, qui est donc une filiale de la CMA-Est, c'est de pouvoir transférer la propriété de ces murs à la foncière pour ne pas que ces murs soient remis sur le marché. Auquel cas, tout le travail accompli serait détruit. Sabrina, peut-être qu'on peut passer. Voilà. Alors voilà, je vous donne quelques exemples de ce qu'on appelle, nous, commerce de proximité. Donc, il y a beaucoup, la CMS possède par exemple une soixantaine de librairies. Et on considère qu'à chaque fois qu'on arrive à ouvrir une librairie, c'est comme c'est des commerces qui sont particulièrement fragiles, on a vraiment une priorité, en fait. On essaye de prioriser ce genre de commerce et on se rend compte surtout de l'effet et de l'impact. C'est-à-dire ouvrir une librairie dans une rue ou dans un quartier entraîne des modifications sur le territoire, dans la façon d'échanger entre habitants et dans le rapport même au livre, qui sont assez spectaculaires. Là, vous voyez deux autres exemples. Un artisan chocolatier et en bas à gauche, ce qu'on appelle la textilerie. Et la textilerie, donc en fait, on encourage beaucoup cette nouvelle forme de commerce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire ou de l'économie circulaire. La textilerie, en fait, récupère des tissus et crée des ateliers de couture sur place
où vous pouvez donc non seulement utiliser d'anciens tissus, et ce qui du coup permet de ne pas les jeter, mais par ailleurs apprendre à coudre. Alors, d'autres exemples pour illustrer les propos, c'est que là, en haut à gauche, vous voyez donc une poissonnerie. Là aussi, réinstaller une poissonnerie au cœur de Paris, c'était pas simple, mais en même temps très attendu par les habitants. Et vous voyez en bas à droite, Maison Château Rouge, qui a été réinstallée dans le 18e arrondissement, qui est un quartier dit populaire, et qui est aujourd'hui une marque qui marche très bien et qui a réussi à la fois à garder l'image du quartier, mais a aussi commencé à s'ouvrir à de nouveaux marchés, y compris à l'international. Donc, vous voyez que sur cette carte, en fait, vous voyez les territoires où la ville a missionné la CMA-Est. Elle a choisi des endroits où soit il y avait une grande vacance de locaux, soit il y avait une forme de monoactivité. Et historiquement, par exemple, la CMA-Est, elle a été missionnée pour la première fois sur la question du commerce de proximité en 2004 par le maire du 11e qui faisait face finalement à un afflux de commerce en gros, et il constatait de lui-même de plus en plus un problème de cohabitation et d'usage entre les habitants et les commerçants, les habitants se plaignant de cette monoactivité et les commerçants finalement n'étant plus des acteurs à part entière de la ville, puisque très souvent, en tout cas les grossistes, travaillent avec des murs fermés et ne sont pas dans le dialogue avec les habitants. Donc là, vous voyez, en fait, on a plusieurs façons, plusieurs outils qui nous permettent d'intervenir. Je vous les détaillerai si vous souhaitez, mais sinon, je vous propose de passer à la suite, parce que c'est vraiment très technique. Donc ça, c'est une action spécifique qui a été donc décidée par la ville et qui concerne ce qu'on appelle le commerce culturel. Donc le commerce culturel, c'est les librairies dont je vous ai déjà parlé, mais c'est aussi les maisons d'édition, les galeries, des lieux culturels ou voire même des disquaires. Une action spécifique a été menée dans un quartier, le quartier latin, qui est un quartier assez connu touristiquement et qui en fait faisait face à une telle inflation foncière des prix qu'il n'était plus possible du tout d'installer ou de maintenir une librairie tant les loyers étaient élevés. Donc la ville a décidé de dédier, en fait, en l'occurrence, c'était une trentaine de millions d'euros pour maintenir non seulement ces librairies, mais aussi finalement tout ce qui fait l'âme du quartier latin. Donc là, vous avez des images qui illustrent notamment des librairies, soit des librairies qui existaient, qu'on a préservées, à qui on a permis de rester, comme la librairie ce qu'on appelle des presses universitaires de France, soit de nouveaux concepts comme la librairie que vous voyez en bas à droite, qui s'appelle Les Mots, qui est à la fois une librairie, mais qui est surtout un atelier d'écriture. C'est-à-dire qu'on installe beaucoup de commerces qui sont ce qu'on appelle un peu de la nouvelle économie de proximité, c'est-à-dire qui vont être plus que des simples endroits où on échange économiquement, mais qui sont aussi, comme la textilerie, ou donc comme cette librairie Les Mots, des endroits où on va apprendre à faire des choses. Alors, l'idée, c'est donc la CMS, comme je vous le disais au début, c'est la préservation du commerce de proximité, mais c'est aussi la préservation de l'artisanat qui est encore peut-être plus fragilisé que le petit commerce, parce que c'est vraiment un savoir-faire traditionnel qui est lent. On a évidemment, comme partout, la concurrence de l'uniformisation et de la standardisation et de la rapidité et de l'excellence d'Amazon. Du coup, c'est des modèles économiques qui sont extrêmement menacés
et que la ville a souhaité particulièrement protéger. Et donc, nous, l'ACMS, nous, on gère 2 sites assez emblématiques, donc le viaduc des Arts, dont je vous ai un peu parlé, et la cour de l'industrie. Donc, le viaduc des Arts, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, donc qui est dédié au métier de l'artisanat et au métier d'art. Et la cour de l'industrie, en haut à droite, qui est vraiment l'exemple du volontarisme politique de la ville, puisqu'en fait, c'était le dernier bâtiment industriel parisien et qui devait être vendu à des promoteurs, donc en plein cœur de Paris, et que la ville a souhaité préempter, confier à la CMAEST pour le restructurer totalement et le dédier ensuite à des artisans spécialistes des métiers de la main. Donc aujourd'hui, c'est une 60aine d'artisans qui sont installés à la cour de l'industrie et ce faisant, cet endroit-là, en tout cas, a échappé à l'emprise de la spéculation foncière, puisque par ailleurs, les loyers sont très peu élevés. Ce que nous demande particulièrement la ville et ce qu'on fait et ce qu'on installe donc en priorité, je vous le disais, c'est tout ce qui est circuit court, fabrication locale, produits équitables, projets solidaires, économie circulaire. Donc aujourd'hui, on a alors, hors librairie, hein, on a une 50aine de boutiques qui sont totalement dédiées à ça. Mais on a aussi un outil qui s'appelle le testeur de commerce, dont je reparlerai un peu, qui est un endroit qui permet en fait à de nouveaux projets d'être testés, mais dans des conditions réelles, pour ensuite être amené à prendre une vraie boutique et s'installer de manière plus durable, sachant qu'en droit français, en fait, quand le droit commercial est assez strict et quand vous prenez un bail commercial, vous vous engagez forcément pour 3, 6 ou 9 ans. C'est ce qu'on appelle le bail 3, 6, 9. Or, parfois, on ne sait pas forcément si le concept va fonctionner, on ne sait pas forcément si on obtiendra les emprunts nécessaires et on ne sait pas forcément d'ailleurs si on a envie de faire cette activité pendant 3, 6 ou 9 ans. Donc là, c'est à nouveau donc un focus cette fois-ci sur les activités solidaires et éthiques. Donc vous voyez en haut à gauche le premier magasin qu'on a installé qui s'appelle Nous Anti-Gaspi et qui récupère en fait des invendus alimentaires qu'on a installé avec un modèle économique qui était en fait au début un peu fragile et qui a totalement rencontré la demande, puisque c'est sans doute un des seuls magasins où vous allez voir absolument une diversité sociale dans ce magasin qui va intéresser à la fois, parce que c'est des produits qui sont vendus à des prix très peu chers. Donc, il y a des personnes qui en bénéficient parce qu'ils n'ont pas de ressources élevées et donc ont accès à des produits qui sont intéressants. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont, et ça peut être d'ailleurs le cas de tout le monde évidemment, mais qui sont concernées, préoccupées par notre tendance au gaspillage, qui est donc très manifeste dans les hypermarchés, où on jette énormément de choses qui pourraient être encore consommées. D'accord, juste voilà. Juste en bas à droite, c'est Emmaüs Boutique Solidaire. Donc ça, c'est aussi une des boutiques qu'on a installées. Emmaüs, est assez connu désormais en France. C'est fait de l'insertion, c'est-à-dire emploie beaucoup de personnes qui sont dans des situations qui sont souvent sorties du marché de l'emploi et vend des meubles qui lui sont donnés ou qui sont des meubles
qui sont des meubles abandonnés dans la rue, etc. L'idée, c'est de les retravailler, de les réparer et ensuite de les remettre en vente. Donc, c'est aussi une des boutiques qu'on a ouvertes dont on favorise d'ailleurs le plus possible l'expansion. Donc là, je fais un petit zoom sur justement le testeur de commerce dont je vous parlais. Donc ça, c'est un outil qui est très important pour nous parce qu'il nous permet de déceler ce qui se passe, ce qu'il y a dans l'air du temps aussi, et de privilégier la prise de risque. C'est-à-dire que, alors ça aussi, c'est peut-être particulièrement français, mais c'est difficile dans le système économique et juridique actuel de tester un projet sans s'engager à cause du fameux BAI 369 dont je vous parlais. Donc, le testeur de commerce, en fait, vous pouvez le prendre, le louer de 15 jours à 4 mois. Nous en avons 2 et l'idée, c'est que vous arrivez clé en main. Vous payez bien sûr un loyer, mais tout est compris, c'est-à-dire les assurances, il n'y a pas de faux frais en plus. Et vous pouvez du coup, dans des conditions réelles, voir si, d'abord, c'est un travail qui vous intéresse, et voir si vous rencontrez une clientèle. On a accueilli, non pas plus de 40, mais plus de 50 projets dans le testeur. Et ce qui est intéressant, c'est que 50% de ces projets ont ensuite ouvert une boutique. Ce qui veut dire que 50% ont renoncé à ouvrir une boutique. Et ces 2 chiffres sont aussi importants l'un que l'autre, puisque, encore une fois, ces 50% entre guillemets, d'échecs, c'est 50% de temps perdu ou d'énergie perdue épargnée. Donc, on insiste vraiment sur, notamment, on va démarcher parfois des projets qu'on trouve magnifiques qui sont sur le web et qui n'osent pas s'incarner pour leur proposer de tester une activité dans un lieu. Alors, on a créé aussi un autre programme qui s'appelle le programme Costo pour Connected Stores. C'est un programme en fait qui va, la difficulté qu'on avait identifiée, c'était le gap qui existe entre l'économie numérique, l'économie digitale et l'économie, et le petit commerce. Et à Paris, en fait, il y a un écosystème très fort de création, tant dans la nouvelle économie de proximité, que dans le domaine des startups. La question qu'on s'est posée, c'est quel rôle nous, en tant qu'acteurs publics ou parapublics, quel rôle on avait à jouer, sachant qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Et on a décidé de jouer le rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire de favoriser le rapprochement entre le digital et le physique, en sélectionnant et en proposant aux commerçants de tester des applications dans des domaines qui pouvaient les intéresser, comme par exemple la fidélisation. L'idée pour la start-up, elle expérimentait et elle avait donc accès au marché plus rapidement. Et le commerçant, lui, il avait la possibilité de voir comment ça se passait, si ça lui était utile. Et là encore, de ne pas risquer un engagement trop long, un abonnement qu'il n'aurait pas bien compris. Donc, on a aujourd'hui 1400 commerces qui sont membres du réseau Costo. Et on a lancé, vous pourrez regarder, Costo.Paris, qui est une plateforme qui a notamment cette année permis le développement de plusieurs webinaires qui ont accompagné pendant la pandémie beaucoup de commerces qui étaient très isolés et qui ne savaient pas forcément à qui faire appel en termes d'aide ou en termes de livraison. Enfin, il y a eu, j'imagine, comme dans tous les pays, beaucoup de questions sur comment on fait pour préserver une activité économique alors que les fermetures administratives étaient massives.
Donc, ce qu'on est en train, pour terminer peut-être, je voudrais juste vous dire, on est en train de réfléchir sur un nouveau projet. C'est que donc aujourd'hui en France, petit à petit, les commerces se mettent à réouvrir, les restaurants, les terrasses, etc. Mais la durée des fermetures administratives a été tellement longue et finalement incertaine, c'est-à-dire qu'autant le premier confinement, c'était le rebond économique de la part des commerces était possible, autant on a senti au fur et à mesure que nos commerçants perdaient un peu pied en ne sachant pas quand est-ce que ça s'arrêterait, et pour des raisons bien sûr aussi économiques. Donc, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est un projet un peu où pour encourager finalement les porteurs de projets, où on créerait un pack tout en un avec donc pas de droit d'entrée, pas de porte, aucun frais de gestion, un loyer progressif, des baux flexibles et des tas d'astuces liées à la rigidité du droit français, encore une fois, qui permet difficilement. Mais l'idée, c'est de pouvoir imaginer même qu'on indexe nos loyers au chiffre d'affaires des commerçants pour vraiment donner une impulsion pour que ça puisse repartir. Et justement, pour conclure, je pense que l'idée sur laquelle je veux le plus insister, c'est que la question à laquelle on est confrontés tous, c'est la question de la résilience de la ville. Et la conviction de la ville, c'est que, en fait, s'il n'y a pas de commerce de proximité, il n'y aura pas de résilience. Parce que le commerce de proximité, c'est beaucoup plus que du commerce de proximité. Quand on arrive à regarder les externalités qui sont créées par une activité comme une librairie, par exemple. C'est-à-dire que on voit, si on compare, si on se contente de comparer, j'ai envie de dire, une librairie à H&M, on voit bien qu'on va comparer, on va appeler dans les deux cas, on va parler de commerce, dans les deux cas, il y aura des pieds d'immeubles qui seront occupés, sauf que dans un cas, il y aura une librairie avec des personnes qui conseillent des lectures, avec des personnes qui vont s'engager dans un quartier, qui vont vous reconnaître en tant que client, qui vont instaurer un rapport à la culture et avoir des échanges, y compris avec des enfants, avec les écoles. On voit bien tout ce que ça peut créer de sécurité, de lien social, de vie de quartier. Et de l'autre côté, vous avez une chaîne, une enseigne qui non seulement dont les salariés vont tourner très vite, mais qui, bien sûr, dont l'intérêt n'est pas la vie de quartier. Et en plus, le plus souvent, s'organise pour faire en sorte que les impôts ne soient pas forcément, on va dire, réinvestis sur le territoire. Je dis ça poliment. Donc voilà, donc s'il y a un message aussi à passer, c'est vraiment de regarder pour comprendre la valeur du commerce de proximité, regarder les externalités positives de cette économie et par ailleurs, pour comparer ce qui est comparable, regarder aussi du coup les externalités négatives de grandes chaînes ou de commerce en ligne qui, là aussi, peuvent détruire du lien social ou participer à la production d'une pollution forte et par ailleurs ne pas payer d'impôts. Donc, ce sera donc ma conclusion. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Je pense qu'il y aura encore tout un tas de questions. Donc, j'aimerais bien ouvrir la discussion et les questions. Donc, soit vous pouvez mettre vos questions dans le chat ou soit les poser directement par micro. Dans ce cas-là, prêt de vous manifester d'abord. Sinon, je pense que je vais commencer peut-être avec une question par rapport à la semestre. Donc, qui sont les acteurs principaux? Je suppose que c'est la ville. Est-ce qu'il y a encore d'autres acteurs? Et comment est-ce que les financements fonctionnent? Est-ce que c'est par des loyers, par des aides? Comment ça fonctionne? Donc, ce que je disais au début, c'est qu'il y a
bien sûr la ville de Paris, mais il y a aussi le Chambre de commerce et d'industrie et il y a surtout la Caisse des dépôts qui est une sorte de banque publique. Sur le financement, la ville de Paris, en fait, octroie une avance remboursable, donc d'un montant qui peut être variable. Jusqu'à présent, c'était entre 30 et 50 millions pour une opération. À charge pour la CMAS de préempter, d'acheter, d'installer, de commercialiser les locaux, mais l'idée, c'est qu'à la fin, les commerces soient revendus à ceux qui les occupent et que la ville soit remboursée de cette avance remboursable. L'autre question, j'ai l'impression, concernait la question des loyers, du niveau des loyers. Alors, les loyers ne sont pas modérés pour toutes les activités, mais notamment pour les librairies et l'artisanat, les loyers sont des loyers inférieurs au prix du marché. Néanmoins, il y a des loyers qui sont pas loin du prix du marché. Et simplement, le fait qu'il n'y ait pas de porte, parce qu'en France, il y a un système qui est que quand vous rachetez un commerce, en général, vous achetez ce qu'on appelle le pas de porte ou Le fonds de commerce. le fonds de commerce, absolument. Vous connaissez mieux que moi. Mais donc, tout ça n'existe pas. De la même manière qu'on a pas mal d'autres outils de souplesse qui vont permettre aux commerçants de s'installer. Il n'y a pas que le loyer. OK. Il y a une première question dans le chat et c'est la question si ce modèle existe en dehors de Paris, par exemple dans des villes dans une zone plus rurale. Est-ce que si c'est un modèle qui existe aussi ailleurs? Alors, à notre connaissance, non. En fait, c'est un modèle qui est assez innovant. Ce qui est certain, c'est que beaucoup y réfléchissent en ce moment, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, mais peut-être avant le Covid, déjà, les villes se rendaient compte de la perte, le fait de perdre des commerces en centre-ville avait un impact direct sur le lien social, sur la sécurité, donc, il y a une réflexion de fond qui est menée par plusieurs villes et on est sollicité beaucoup à l'étranger aussi parce que les acteurs politiques et économiques et puis bien sûr les habitants se rendent compte de la destruction de valeurs produite par la disparition du petit commerce. Mais il fallait en passer par là, manifestement, pour qu'il y ait une prise de conscience politique au sens large sur la question du petit commerce, qui a longtemps été considéré comme, bon, voilà, on laisse faire. Mais on voit bien que nous, nos commerces, en fait, on voit bien la puissance d'un commerce installé au bon endroit dans un quartier. Est-ce qu'il y a de votre côté ou respectivement du côté de la ville, vous avez parlé d'une approche, disons, un peu plus stratégique pour le quartier latin, donc où vous souhaitez développer un certain type de commerce. Est-ce que ce genre de commerce existe, ce genre de stratégie ou cette approche stratégique existe aussi d'une manière globale pour Paris ou pour certains quartiers? Ou est-ce que vous avez une base, disons, ça va dans une direction d'une question aussi dans le chat, comment est-ce que vous déterminez quel commerce vous allez acquérir et quel type de commerce vous allez y installer? Oui. Alors, on procède en plusieurs temps, c'est-à-dire d'abord, avant de décider qu'on préempte, c'est parce que le droit de préemption, c'est un droit assez lourd, assez contraignant. Donc, avant de décider qu'on va préempter, on analyse, bien sûr, on fait une analyse commerciale de l'environnement. On regarde, on essaye d'identifier ce qui manque. On ne va pas installer un boucher à côté d'un boucher, on fait très attention. Et effectivement, il n'y a pas sinon d'autres obligations, si ce n'est d'aller dans la direction dont je vous ai parlé de développement de l'ESS, etc. Il n'y a pas de contraintes particulières, à part dans le quartier latin qui est effectivement ciblé particulièrement le commerce culturel. Et est-ce qu'il y a de la part de la ville un genre d'urbanisme commercial ou une approche réglementaire pour régler ce genre de… Alors, il y a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme qui réserve mais qui est en train d'être travaillé en ce moment, mais qui réserve
j'imagine que dans chaque ville, à partir du moment où il y a un cadre, d'avoir un plan local d'urbanisme qui peut effectivement décider de dédier tel ou tel endroit à telle ou telle activité. Et effectivement, la ville a réservé des rues ou des endroits à des activités commerciales et artisanales. Enfin, comme vous le savez, c'est compliqué puisqu'on est quand même, on a la liberté du commerce et de l'industrie, donc c'est vraiment des équilibres fragiles. Et justement, pour cette question de liberté commerciale, donc dans la ville de Luxembourg, il y a aussi un projet de, comme vous l'avez appelé, des commerces de test, donc des pop-up. Est-ce que vous procédez pour ces cas de figure par des appels d'offres? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques aussi pour pousser vers des projets, par exemple, d'économie solidaire? Donc, comment est-ce que vous approchez cela dans un environnement de marché public, disons? Oui, alors en fait, dans un premier temps, on allait nous-mêmes chercher des marchés, c'est-à-dire appeler les gens, venez, on crée ça, etc. Puis ensuite, on a eu un flot continu de demandes. Pour le coup, du coup, il n'y a pas besoin, c'est pas un marché public, c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est eux qui nous payent un loyer, nous on paye personne. Donc, ce n'est pas un marché public. On n'a pas eu besoin jusqu'à présent de faire d'appel à projet. Je parle avant, en tout cas, le Covid, puisqu'après, de toute manière, ou pendant plutôt, c'était fermé, parce qu'on avait un flux de demandes incessant. Et on sélectionnait, on a un comité de sélection, on sélectionnait en fonction de l'intérêt lié à l'innovation ou lié au commerce. On cherche beaucoup de projets qui réfléchissent à une nouvelle façon de produire et à une nouvelle façon de consommer. Notamment, par exemple, sur les vêtements, on a accueilli des projets autour de la location de vêtements pour enfants. OK. Donc, vous n'avez pas l'obligation de passer par des appels d'offres des marchés publics. OK. Pas pour le testeur, non. OK. Mais en général, vous devez quand même le faire. Oui, bien sûr. OK. Oui, absolument. OK. Il y avait encore une question par rapport à des artisans, donc comme des petits garages ou des ateliers. Alors, il y a une petite coupure, pardon. Donc, il y avait une question dans le chat par rapport à ou sinon, Patrick, sinon je peux t'inviter à poser ta question toi-même, comme ça. Oui, ma question, c'était par rapport au choix que vous effectuez des commerces. J'ai l'impression que vous avez choisi beaucoup d'exemples. Bon, c'est peut-être qu'au niveau des exemples de librairies, mais pas trop de commerces ou d'artisans comme des boulangers, des bouchers ou bien même des petits garages qui parfois font du bruit, où il y a un certain degré de nuisance qui est produit également. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui justifie aussi votre choix, le fait qu'il n'y ait pas de nuisance de produite, comme le bruit, par exemple? Alors, clairement, pour vous répondre, effectivement, on ne vise pas la préservation des garages dans Paris, puisque ce n'est pas tout à fait l'orientation donnée par la ville. Pour ce qui est boulangerie, boucherie, je vous ai quand même montré une poissonnerie. Et pour le coup, en termes quand je vous ai parlé du défi, c'était aussi effectivement la question de la proximité, parce que Paris est une ville très dense. Et installer une poissonnerie, ça voulait dire pour la CMAS anticiper la gestion des déchets bien en amont. Parce que sinon, on sait à quel point, effectivement, il peut y avoir des odeurs qui dérangent le voisinage. Donc dans les exemples que je vous ai montrés, il y a une poissonnerie, il y a nous anti-gaspi qui par définition, là, on a fait très attention aux conditions de livraison, aux horaires de livraison, parce qu'effectivement, les habitants peuvent être dérangés parce que les livraisons ont lieu à 6 heures du matin. Donc, on prend en compte l'environnement, toujours, mais on installe des bouchers, on installe tout ce que vous avez cité, on en a installé pas mal, mais des garages, par contre, non, parce que ce n'est pas tout à fait la vocation de la ville d'encourager la place de la voiture. Mais des ateliers de réparation, oui, par exemple, on installe Oui, beaucoup ça peut d'ateliers être de des garages à réparation. vélo aussi. Hein. Ça, on a installé, oui. Des ateliers de réparation. Mais votre question tournait autour de la nuisance, donc je vous réponds autour de Oui, la c'est vrai. nuisance. On anticipe, bien sûr.
Enfin, on essaye plutôt, parce qu'évidemment, parfois on se trompe, on n'y arrive pas. Au Viaduc des Arts, par exemple, on a eu des conflits d'usagers, des conflits d'usage entre effectivement les personnes qui installent des terrasses et les habitants au-dessus et qui se sont plaints du bruit. Donc, mais ça, c'est des équilibres, j'ai envie de dire, c'est un équilibre parisien particulièrement compliqué à trouver entre, on veut à la fois pouvoir bénéficier des terrasses et en même temps, on ne veut pas qu'elles soient en bas de chez nous. Donc, c'est des Est-ce que vous demandez contradictions. des montants de loyer élevés? Quel est le montant de loyer que vous demandez pour le mètre carré à Paris? Pour Pour le mètre carré? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'état du local. En général, il est bon. Ça va dépendre de l'activité. Ça va dépendre de l'emplacement. Ça va aller par mètre carré 250 à 400, 450 parfois. Mais tout ça peut vraiment est vraiment lié à tout un ensemble de critères. Quels sont les niveaux de loyer du coup au Luxembourg par mètre carré? Je vais rechercher ça tout de suite. Paris est une ville très dense. Je crois que c'est la deuxième ville la plus dense au monde. Au Luxembourg, ça dépend vraiment de la densité, où est-ce qu'on se trouve. Si on se trouve, par exemple, au centre-ville, au centre de Luxembourg-Ville, on peut expecter des loyers plus élevés, mais pas vraiment aussi élevés que pour le logement. Donc ça, c'était une des grandes surprises que moi j'ai eues ici au Luxembourg, que les loyers pour le logement, ils sont généralement par mètre carré plus hauts que pour le commerce. Okay. Oui, c'est pareil. C'est pareil au prix, ok. Oui. Très bien. J'ai encore une question concernant cette analyse de commerce ou commerciale de l'environnement que vous avez mentionné plus tôt. Est-ce que vous utilisez aussi cette analyse pour évaluer l'efficacité ou le succès d'une mesure? C'est une très bonne question parce que c'est la question des indicateurs que vous posez et qui, à mon avis, est totalement faussée aujourd'hui. C'est vraiment, et c'est une question générale et qui concerne le monde entier, c'est-à-dire que tant qu'on continuera à calculer la valeur comme on la calcule aujourd'hui, c'est-à-dire par des prix qui sont fixés par des biais comptables qui sont totalement axés sur une forme de rentabilité, sur ce qu'on appelle aujourd'hui rentabilité, tant qu'on n'alignera pas la valeur et le prix, j'ai envie de dire, on continuera à aller dans le mur, puisqu'aujourd'hui, on considérera qu'installer une chaîne qui, à la fin, d'ailleurs, détruit de l'emploi et détruit de la valeur de création locale, est plus rentable qu'une librairie qui va créer de la culture, du lien, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas de nouveaux indicateurs qui prendront en compte les externalités positives pour les uns et les externalités négatives pour les autres, on se plantera dans le calcul de la valeur. Donc, et d'ailleurs, parce que je dois conclure à 17h, mais je trouve que c'est la question qui nous attend collectivement, c'est-à-dire mais ça c'est soulevé, il n'y a pas du tout que moi qui soulève cette question, hein, bien au contraire, mais on voit bien que j'avais vu quelque part, je ne connais plus son nom, je le retrouverai, mais quelqu'un disait les abeilles, par exemple, c'est gratuit en termes si vous voulez calculer la rentabilité d'une abeille, ben vous allez dire c'est zéro. Sauf qu'en fait, ça pollinise. Et sans abeilles, vous n'avez plus de vie. Donc, je trouve que certes, c'est un peu tiré, c'est un peu tendu comme comparaison. Mais c'est pas si loin. C'est-à-dire, la question du commerce, en fait, elle est désormais au milieu de la table parce que elle sous-tend la question de quel modèle de société on veut. Est-ce qu'on veut tous manger pareil, tous s'habiller pareil, tous faire un travail à la chaîne et tous continuer à aller dans le mur comme on y va, hein,
où est-ce qu'on souhaite redonner à chacun une place en permettant aussi de réapprendre. Alors, il y a tout le phénomène du do-it-yourself, en permettant de réfléchir à des nouveaux concepts et surtout en ouvrant les commerces du lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, les personnes âgées, il y a eu une mortalité très forte chez les personnes âgées et moins forte là où les commerces de proximité étaient des liens et signalaient du coup. Donc c'est un vrai, cette question qui peut paraître finalement un peu comme ça, la question du petit commerce, est à nos yeux une question centrale. Une question centrale du modèle social, sociétal dans lequel on veut vivre après cette pandémie. Mais aussi avant, j'imagine, ça se réfère plus vraiment à la qualité de vie dans une ville et à la qualité des services et commerces qu'on a vraiment en proximité. Et donc, j'imagine que c'est très, très difficile à mesurer parce que dans un monde où mesurage quantitatif domine encore. Je vous entends plus. Ok, est-ce que vous m'entendez Oui. maintenant? Ok. Je voulais juste dire que... On n'a pas les bons indicateurs. Ok, oui, ça c'est vrai. Okay. Ouais, je ne vous entends plus. Il y avait encore une question dans le chat, en espérant que vous m'entendez. Donc, c'était la question, pendant la crise, il y avait toujours d'activités par rapport à la mise en valeur de l'espace public, des différentes actions de pop-up aussi, par exemple en réduisant les voitures ou la place de la voiture. Est-ce qu'il y a une coopération entre vous et, par exemple, les responsables en urbanisme? Je n'entends plus. Je vais recommencer. Et par exemple, ça s'est coupé après, par exemple, okay. Donc, entre vous et... disons, les services urbanisme ou les services de l'urbanisme de la ville pour, disons, faire le lien entre espace public et commerce et développement un peu de quartier autour de cette thématique. Je pense que c'est une question qui est en train de se poser. C'est la question du dedans-dehors, c'est-à-dire jusqu'où effectivement le commerce. Il y a un lien, mais pour l'instant, il n'est pas encore complètement réfléchi. Et par ailleurs, tout ça est testé en ce moment, c'est-à-dire comment on fait repartir une économie qui a été quand même pendant plus d'1 an plongée dans le noir. Donc, je pourrais vous répondre, mais plus tard. C'est-à-dire que tout ça est tout nouveau. Les terrasses éphémères nouvelles, la cohabitation justement avec les habitants, la cohabitation... Enfin, l'idée, c'est d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. OK. Donc, peut-être encore une dernière question avant que vous devez nous quitter oui, pour 17h. Oui. Donc, supposons que la ville de Luxembourg estime créer une structure comme la vôtre. Donc, quelle serait la bonne approche pour commencer? Venez nous voir, hein. On vous aidera. Ça va. On va transmettre votre invitation, mais sinon, est-ce que vous avez encore d'autres? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir une structure? Le plus important, c'est d'avoir un réseau qui est en place? Ou est-ce que c'est vraiment que sur les locaux commerciaux que ça se joue? C'est un tout, c'est vraiment comme une recette de cuisine. Il faut vraiment... et c'est pour ça d'ailleurs que quand c'est à peine une boutade quand je vous dis venez nous voir, parce qu'effectivement, on a des prestations de conseils, etc., où on explique toutes les strates. C'est-à-dire que la CMS, c'est une chaîne de métiers. C'est-à-dire elle va diagnostiquer, préempter, faire des travaux, commercialiser, gérer, accompagner, animer. Donc, c'est un ensemblier, en fait. OK. Donc, on vous remercie vivement pour cette présentation très intéressante. Je ne peux pas rester plus Merci longtemps, beaucoup. mais on pourra continuer une prochaine fois. Pas de souci, on va transmettre votre invitation. Bonne soirée en tout cas pour vous. Je vais juste afficher les prochains rendez-vous avant qu'on clôture la séance.
Donc, pour la semaine prochaine, ça sera le Tactical Urbanism. C'est une présentation en allemand de la part de Jan Gartner d'une agence de Vienne. Et après, les autres rendez-vous sont affichés. C'est toujours vers 16h sur Zoom, à l'exception de la présentation du 29 juin, qui est en anglais. C'est de la part d'un professeur venant d'Australie. Donc, par rapport à ça, on a fixé une 10h30 pour cette présentation. Donc, merci à tout le monde pour la participation. Merci à la CMS pour la présentation et une bonne soirée à tout le monde. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir. Est-ce qu'on peut continuer sans la dame? Si tu veux, on peut le faire, oui. Oui, parce que je trouve ce serait bien d'avoir un espace où on peut discuter si ce modèle peut être appliqué au Luxembourg. Je trouve fort intéressant.